Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Ici Gaëtan Bruel, président du CNC. Je suis avec Lionel Bertinet, directeur du cinéma. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on a souhaité organiser ce webinaire pour accompagner la publication de la deuxième recommandation du comité de concertation exploitant-distributeur qui se réunit depuis 8 mois maintenant, puisqu'on l'a mis en place en mai dernier. Et donc l'enjeu de ce webinaire, c'est à la fois de revenir rapidement sur les raisons qui nous ont conduits à mettre en place ce comité, sur les termes de la discussion qui nous ont conduits à cette deuxième recommandation, et puis aussi surtout de pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez à ce stade. Alors, je voudrais peut-être rapidement commencer par vous redire pourquoi j'ai souhaité mettre en place ce comité de concertation qui se tient donc depuis mai 2025. Tous les mois environ, parfois 2 fois par mois, parfois c'est plutôt toutes les 6 semaines. Ce comité est composé de 7 exploitants et de 7 distributeurs, des représentants du secteur, non pas au titre des responsabilités qu'ils auraient pour certains par ailleurs, mais parce que il nous a semblé que ces 14 profils pouvaient à la fois représenter toutes les sensibilités, toutes les typologies de notre filière, mais aussi avoir la connaissance, le recul, la hauteur de vue pour travailler ensemble. Et je précise tout de suite que la médiatrice du cinéma est étroitement associée à ces travaux. Alors pourquoi on a souhaité mettre en place ce comité ? Parce que chacun le voit, on est dans une situation d'interrogation sur les raisons derrière la baisse de fréquentation dans les salles de cinéma et de réflexion surtout sur les leviers que nous pouvons activer pour relancer cette fréquentation. Évidemment, l'offre de films est le premier sujet. Mais précisément, avec un peu de recul, si on regarde les 2 dernières années, si l'offre de films n'a jamais été aussi importante, et si dans une année comme 25, on performe un peu moins bien parce que l'offre de films, notamment américaine, est un peu moins là, on voit bien qu'on est entré dans un nouveau paradigme dans lequel, comme on le dit un peu rapidement, on va plus au cinéma, mais on va voir un film en particulier. Et donc, cet élément-là est peut-être le signe de changement un peu structurel sur le fait que la place du cinéma dans nos vies, dans les médias, dans la société est en train de changer. En tout cas, au CNC, on a la conviction qu'il faut, par principe, voir le verre à moitié vide, se réjouir que depuis la fin de l'année, la fréquentation reparte. 26 va être certainement une très belle année de ce point de vue, mais il ne faut pas rester les bras croisés sur tout ce que nous pouvons faire pour accompagner cette reprise de fréquentation, parce que nous sommes convaincus que revenir sur les chiffres pré-pandémiques, ça ne sera pas automatique, ça ne sera pas même facile, mais c'est possible si nous regardons un certain nombre de sujets. Alors les sujets à regarder, je ne vais pas tous les développer là. Je l'ai fait dans mon discours de vœux à la filière, mais je crois qu'il faut avoir une attention spécifique pour les salles de cinéma, notamment à la veille d'élections municipales qui peuvent être un enjeu pour chacune d'entre elles. Non seulement les salles qui sont en régie municipale ou en délégation de service public, mais en réalité pour toutes les salles, parce qu'on sait combien les exploitants, y compris privés, ont besoin que les élus, que les territoires portent sur elles un rôle qui relève justement le rôle qu'elles jouent d'animation de ces territoires. Donc il y a un sujet sur la défense et la promotion des salles. Il y a un enjeu autour de l'éducation aux images, évidemment. Il y a un chantier que j'ai souhaité lancer autour de la place du cinéma et des films dans les médias. Parce que si, au fond, la manière dont on parle des films n'a jamais été aussi importante pour déclencher la décision d'aller voir un film, il faut peut-être voir qu'il s'agisse de la fragilisation de la critique de cinéma, de la place des films dans des publications plus mainstream, il y a peut-être là un chantier à regarder. Et dans tous ces chantiers, je reviens à notre comité, il y avait aussi le constat que les relations entre distributeurs et exploitants, et puis au sein de ces 2 maillons de la filière, ces derniers temps, en tout cas depuis le Covid, était régi par de nouveaux paradigmes parfois non dits, liés à des raisons structurelles. La fin des VPF, par exemple, qui a eu des effets qu'on a mis un peu de temps à objectiver. Et en tout cas, le sentiment profond,
que dans un moment où personne ne va très bien, la solution ne peut pas être de dire c'est la faute du voisin et penser que c'est là que se trouvent d'abord les solutions. Et qu'au contraire, il fallait peut-être prendre le temps d'avoir une discussion tous ensemble où on partage chacun nos points de vue pour voir si nous pouvions converger sur quelques principes collectifs. Donc, c'est ça un peu le contexte de mise en place de ce comité, dans un contexte de fragilité de la fréquentation, de tensions inédites au sein de la filière, faire le pari que ça n'allait pas de soi de dire on va mettre de côté ces tensions. Au contraire, il faut pouvoir en discuter, objectiver des constats et voir si nous pouvons converger vers des principes communs. Donc l'objectif de ce comité, c'est vraiment d'apaiser les tensions, de rétablir un dialogue au sein de la profession dont nous avons absolument besoin, et sur la base des échanges au sein du comité, publication par le CNC, ce ne sont pas les recommandations du comité, ce sont celles du CNC que nous assumons pleinement, mais qui sont inspirées par nos échanges avec le comité, qui visent donc à améliorer la diversité de l'offre cinématographique dans les salles et la plus large diffusion des œuvres dans l'intérêt du public. Et donc, in fine, le pari que nous faisons, c'est que ces principes collectifs que nous réajustons, que nous redéfinissons, ça va tout à fait servir la hausse de fréquentation pour nous permettre de retrouver une dynamique positive qui soit structurelle et pas simplement fonction de l'offre que nous avons dans les salles. Alors les travaux du comité s'appuient à la fois sur le partage de données objectives. Je pense aux études du CNC comme celle sur l'Observatoire de la diffusion, mais aussi sur des études ad hoc que nous avons faites spécialement pour le comité. Par exemple, on a fait un travail précis où on a analysé l'évolution de la fréquentation dans 6 zones de concurrence en France. Lyon, Caen, Nancy, Bordeaux, Montigny-le-Bretonneux et Toulon. On a fait, deuxièmement, quelques auditions pour compléter la représentativité des membres du comité pour entendre tous les types d'acteurs du secteur. C'est ainsi qu'on a auditionné Disney, mais aussi plus récemment le GNCR, et que plus largement, on a relayé avec beaucoup d'attention et d'intérêt tous les messages, toutes les analyses qui nous sont parvenues. Et puis, enfin et surtout, on a eu au sein du comité des échanges nourris qui se poursuivent sur d'autres sujets, dans un esprit, je dois dire, vraiment constructif, de recherche, de consensus et du sens et de sens du compromis. Et en réalité, on n'a pas été, comme on pouvait le craindre, dans une sorte d'affrontement larvé entre, si j'ose dire, les petits et les gros, l'exploitation et la distribution. On a vu parfois des lignes de divergence qui n'étaient pas tout à fait celles que l'on pensait, mais surtout, on a pu converger sur des principes essentiels. Et donc, c'est fort de tout ce travail que nous avons publié la première recommandation. Ce que je veux juste préciser avant de dire un mot de la première recommandation, c'est que le comité peut beaucoup, mais il ne peut pas tout. Mais ces travaux s'inscrivent avec ces recommandations dans un cadre plus large, qui est celui des outils de régulation du CNC, qui ont été récemment modernisés à la suite du rapport de Bruno Lasserre, avec des nouvelles lignes directrices pour la mise en œuvre des engagements de programmation qui ont été publiés en mai 2025. Avec, à la suite de cela, une nouvelle génération d'engagements homologués fin décembre, début janvier, qui concerne les 30 plus importants opérateurs de l'exploitation. Et puis la réforme du classement arrêt-essai, autre exemple de ce nouveau cadre, qui est pleinement effectif dans le cadre du classement 2026 qui débute. Donc, dans ce paysage global, on a sorti assez rapidement en réalité une première recommandation, c'était à la mi-juillet, qui concernait l'organisation massive d'avant-premières et qui concernait aussi les sorties anticipées. Je suis ravi de voir que cette recommandation a déjà porté ses fruits. On a fait le constat qu'entre 2019 et 2024, il y a eu un doublement du nombre de séances organisées en avant-première, susceptible de perturber la diffusion des films en exploitation en entraînant notamment des déprogrammations tardives sans l'accord des distributeurs. Là, il ne s'agissait pas du tout de dire que les avant-premières, c'est pas bien. Je crois qu'au contraire, on est tous conscients et convaincus du fait que c'est une modalité pour renouer un lien avec le public et aussi en attente d'une forme d'événementialisation de la sortie au cinéma.
Mais c'est vrai que quand en tendance tout devient avant-première ou quand on ne met pas certaines limites, ça se fait au détriment de notre bien commun qui est justement ce paysage harmonieux des salles et de la rencontre entre les œuvres et leur public. Donc cette recommandation, sortie mi-juillet, portait sur plusieurs points. Je les rappelle en bref. L'organisation des avant-premières doit être limitée dans chaque établissement à une séance ou à un créneau horaire en fonction de la taille. Deuxièmement, pour la bonne information du public et des professionnels, là où les séances en avant-première doivent être annoncées au moins 2 semaines à l'avance. Troisièmement, les séances en avant-première ne peuvent pas être organisées le samedi, qui est le moment où on va le plus naturellement au cinéma. Donc là, clairement, ça se fait au détriment d'autres films, notamment d'une diversité de films. Concernant le jour de sortie nationale des films, il est rappelé que conformément aux usages, ce jour est fixé au mercredi. Et puis, dernier point important de cette recommandation, les sorties anticipées, le lundi ou le mardi, doivent être assimilées aux avant-premières, sauf pour les films qui sortent le jour de leur diffusion au Festival de Cannes. Et par exception, la recommandation conclut que des sorties nationales décalées devraient pouvoir être organisées entre le jeudi matin et le vendredi soir. Voilà, ça c'était pour la première recommandation. Alors, l'enjeu de ce webinaire, c'est de vous parler plutôt de la deuxième recommandation qui, comme vous l'avez vu, est plus charpentée, plus mouse que la première. Mais évidemment, si vous avez des questions sur la première ou sur d'autres aspects, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Lionel pour vous parler plus précisément de cette deuxième recommandation. Merci Gaëtan. Donc, on a prévu une très courte présentation synthétique de la deuxième recommandation pour que les idées soient bien claires sur son contenu pour tous. Et dans un second temps, nous répondrons donc aux questions qui nous sont posées là en direct via le chat ou qui nous ont été transmises au préalable au moment où l'invitation à ce webinaire a été adressée à tous. Alors, je ne reviens pas ou alors très rapidement sur le contexte de cette recommandation, si ce n'est pour rappeler qu'elle a été donc élaborée à la suite des travaux effectivement menés entre le CNC, le comité de concertation, et la médiateur du cinéma, et au cours de 6 séances de travail qui sont déroulées entre octobre et janvier dernier. Au cœur de l'objectif, cette recommandation, elle se situe réellement au cœur de l'objectif initial du comité de concertation que Gaëtan a rappelé, et elle vise à définir l'ensemble des bonnes pratiques des exploitants et des distributeurs en matière de diffusion des films en salle. Alors, cette recommandation, elle débute, vous l'avez lu, par un préambule qui vise à rappeler un certain nombre de principes communs. Le premier, concernant les distributeurs, le premier principe, c'est que les distributeurs assurent la maîtrise des plans de sortie en salle de leurs œuvres. Une maîtrise qui repose en conformité avec le droit de la concurrence sur la notion de distribution sélective. Cette distribution sélective, elle garantit la liberté du distributeur de choisir les cinémas dans lesquels il souhaite il accepte que son œuvre soit programmée, mais toutefois à une double condition. Cette liberté, elle est modulée par une double condition: la cohérence du plan de sortie du distributeur pour ce film, et enfin, deuxièmement, l'absence d'exclusion systématique d'un ou plusieurs cinémas. De leur côté, les exploitants bénéficient d'une liberté de programmation qui est d'ailleurs garantie par la loi sur la liberté de création, mais là aussi à une condition qui est de ne pas exclure systématiquement de leur programmation un ou plusieurs distributeurs. Ces deux principes rappelés, la recommandation indique clairement que cette maîtrise des plans de sortie des distributeurs et ces libres choix de programmation des exploitants doivent reposer sur des faisceaux de critères objectifs. Des critères objectifs qui sont relatifs aux caractéristiques de l'œuvre, aux distributeurs ou au cinéma qui souhaitent proposer cette œuvre au public. Pour ce qui concerne l'œuvre, ses caractéristiques, c'est son identité artistique, le cinéaste qui l'a réalisé, sa nationalité, etc. Sa thématique et son genre, fiction, documentaire, animation,
comédie, film policier, etc., sa durée, son éventuelle recommandation arrêt essai et les éventuels labels associés, jeune public, recherche et découverte, ses versions disponibles, version originale, version sous-titrée, etc., son adaptation au public du territoire du cinéma, et enfin l'estimation par l'exploitant de son potentiel commercial. Voilà pour ce qui est de l'œuvre. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques objectives liées au distributeur, il y a évidemment la date de sortie nationale de l'œuvre et son positionnement dans le calendrier des sorties, les engagements que le distributeur a pris auprès des partenaires financiers et ses obligations d'investissement en matière de frais de sortie, la rentabilité de ces investissements engagés, l'ambition de son plan de sortie, la stratégie marketing et la visibilité prévue par le distributeur, le public visé, le montant des frais d'édition, l'accompagnement possible de la sortie de l'œuvre, par notamment des avant-premières, des séances animées, etc., et le matériel promotionnel disponible. Enfin, s'agissant du cinéma, il y a là aussi un nombre important de critères objectifs auxquels les uns et les autres recourent pour déterminer la diffusion des œuvres en salle. Donc très rapidement, la ligne éditoriale du cinéma et sa recherche d'une diversité de l'offre proposée au public, son classement arrêt-essai éventuel et les éventuels labels associés à ce classement, les éventuels engagements de programmation auxquels ce cinéma peut être soumis, sa politique d'animation, d'accueil des équipes de films, de médiation des œuvres auprès du public, la recherche de public ciblé, son nombre d'écrans et le nombre total de séances hebdomadaires qu'il propose habituellement, les caractéristiques sociologiques de son public et leur connaissance par l'exploitant de ce cinéma, son économie générale, la rentabilité là aussi des investissements engagés par l'exploitant pour ce cinéma, la politique de promotion des œuvres au sein de ce cinéma, les supports de communication utilisés par l'exploitant, la qualité d'accueil du public, la politique tarifaire de fidélisation du public et enfin la fréquentation moyenne de ce cinéma. Alors, une fois qu'un distributeur a accepté qu'une œuvre soit programmée dans un cinéma ou qu'un exploitant a accepté la proposition du distributeur de programmer cette œuvre, il y a une libre négociation commerciale qui s'instaure entre les deux parties concernant les modalités de la mise à disposition du film. Donc là, on est au cœur de la recommandation qui a effectivement justement pour objet de préciser ces bonnes pratiques afférentes à la libre négociation relative à l'exploitation de l'œuvre. En distinguant, la recommandation distingue les bonnes pratiques des distributeurs, attendues des distributeurs, les bonnes pratiques attendues des exploitants et enfin un certain nombre de principes généraux. Concernant les bonnes pratiques des distributeurs, premièrement, elles peuvent s'aborder en termes de communication, de mise en avant et d'accompagnement du film. Donc, parmi ces bonnes pratiques, on peut citer le fait d'informer les exploitants en amont des ambitions et de la stratégie de sortie, permettre aux exploitants de visionner les films avant leur sortie, d'informer les exploitants des éléments de promotion du film disponibles et de les fournir en temps utile, et enfin de répondre rapidement aux demandes de programmation des cinémas. Concernant les pratiques en termes de programmation, le premier point, c'est qu'il s'agit que les distributeurs demandent une exposition en nombre de séances et de semaines cohérente avec un certain nombre de critères, et notamment le potentiel commercial du film et les caractéristiques propres du cinéma. On pense notamment à son nombre d'écrans. D'adapter ces attentes en termes d'exposition du film aux spécificités locales, et notamment à l'équipement de la zone de chalandise, d'informer les exploitants de chaque zone de chalandise concernée du plan de sortie dans la zone et des modifications de celui-ci, et de proposer une évolution cohérente des taux de location au regard notamment de la durée d'exposition du film. Pour ces 4 premiers points, et comme je l'ai souligné, il est important que le distributeur puisse prendre en compte la situation concurrentielle dans la zone, et notamment donc l'équipement cinématographique, et enfin qu'il respecte les engagements pris sur les conditions d'exploitation du film.
Autre bonne pratique des distributeurs, mais cette fois-ci en termes de relations contractuelles. Donc la recommandation souligne qu'il est important que les distributeurs veillent à respecter l'indépendance éditoriale et commerciale des cinémas dans lesquels l'œuvre qu'ils distribuent est programmée, et qu'ils valorisent d'une manière générale des partenariats durables, qu'ils prennent en compte l'historique des relations commerciales qu'il entretient avec les exploitants, et enfin qu'ils respectent une confiance mutuelle. Enfin, en termes de calendrier de sortie, la recommandation souligne qu'il est important de dater les films et les programmes au moins 8 semaines avant leur sortie, et à ne pas modifier cette date à moins de 6 semaines de la sortie. J'en viens maintenant aux bonnes pratiques des exploitants en matière de libre négociation commerciale. Alors, en termes de communication, de mise en avant et de valorisation de l'œuvre, donc la recommandation incite les exploitants à manifester le plus tôt possible leur intérêt pour le film auprès de son distributeur, ou répondre au plus tôt au distributeur qui peut leur proposer un film, d'utiliser les outils promotionnels fournis par le distributeur et l'en informer, d'assurer la visibilité du film sur les supports de communication du cinéma, et enfin de mettre en place des animations, interventions, accompagnements lorsque cela paraît pertinent. En termes de programmation, donc il est attendu des exploitants qu'ils proposent aux distributeurs un nombre de séances cohérents en première semaine et les suivantes. Alors cohérent avec, là aussi, le potentiel du film, le nombre d'écrans du cinéma, les autres sorties de la période, et qu'ils définissent les conditions de maintien du film à l'affiche. Deuxième point, il est attendu également des exploitants qu'ils informent le distributeur des conditions d'exposition des autres films programmés dans ce même cinéma, de prévenir rapidement le distributeur en cas de modification de la programmation, et naturellement de respecter les engagements pris sur les conditions d'exploitation du film. En termes de relations contractuelles, il est important que les exploitants soient transparents sur les conditions tarifaires proposées au public, construisent une relation durable et équilibrée avec le secteur de la distribution, et respectent les délais légaux pour la déclaration et le reversement de la recette due aux distributeurs et ayants droit. Au-delà donc de ces bonnes pratiques attendues des distributeurs d'une part et des exploitants d'autre part, la recommandation donc fixe un certain nombre de principes généraux. Le premier point, c'est que cette libre négociation entre exploitants et distributeurs, elle doit s'opérer cinéma par cinéma, film par film, de manière équitable et en se gardant de tout abus. Cette libre négociation, je l'ai dit, la recommandation l'indique à plusieurs reprises, mais il est important de souligner qu'elle doit tenir compte de l'équipement cinématographique de la zone de chalandise dans laquelle est implanté le cinéma concerné, et donc de l'état de la concurrence au sein de cette zone, ou, à contrario, l'existence d'un monopole dans cette zone d'un cinéma ou d'un opérateur. Alors, en cas de monopole, la recommandation indique que ce cinéma a vocation à accéder plus rapidement et plus largement aux films qu'il souhaite programmer, mais attention, sans que cela ne puisse lui donner pour autant un droit d'accès aux films, un accès systématique dès la semaine de sortie nationale à tous les films qu'il souhaite programmer. À ce sujet, les distributeurs sont évidemment invités à prendre en compte les autres critères objectifs indiqués dans la présente recommandation. Autre point, autre principe général souligné par la recommandation, celui relatif à la programmation décalée. Donc, ce qui est indiqué, c'est qu'une programmation décalée, donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines après la sortie nationale, qui peut être d'ailleurs à l'initiative du distributeur ou de l'exploitant, cette programmation décalée doit être décidée, annoncée le plus en amont possible. Et dans ces conditions, la recommandation souligne que ça peut favoriser une exposition des films plus longue et plus vertueuse. Cependant, cet objectif d'intérêt général, rappelé en préambule, qui vise à assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres au profit du plus large public, elle nécessite fatalement un équilibre géographique des plans de sortie, qui doit prendre en compte la répartition démographique des populations, la répartition des différentes typologies de cinéma, notamment dans les zones de concurrence, et in fine, qui doit éviter une trop grande concentration de copies dans certaines zones, et sans exclure de ce fait d'autres territoires géographiques.
La recommandation, par ailleurs, souligne que la transparence et le respect des engagements de chaque partie sont primordiaux dans la relation entre exploitants et distributeurs. Et à ce titre, la recommandation invite les uns et les autres à formaliser par écrit la nature des négociations menées. La conclusion des négociations sur la première semaine d'exploitation, elle doit s'opérer au plus tard 2 semaines avant la date de sortie nationale, afin naturellement de permettre une bonne promotion dans les salles programmées. Mais toutefois, la recommandation indique que la programmation de certains films, on pense notamment aux films, disons, plus fragiles, peut se décider très peu de temps avant la date de sortie nationale et ainsi permettre une plus large diversité de l'œuvre de film. En tout état de cause, les exploitants sont invités à préciser le nombre de séances sur lesquelles ils programmeront le film en première semaine. Alors, en guise de conclusion, quelques mots. Les objectifs de la recommandation, au-delà des objectifs généraux rappelés en préambule, c'est évidemment d'assurer une diffusion harmonieuse des œuvres sur tout le territoire au profit du plus large public. Et le comité de concertation a estimé que c'était effectivement un moyen de dynamiser le marché, de relancer l'économie des films et des salles qui les projettent. D'une manière générale, les acteurs professionnels sont invités à respecter les usages professionnels, les engagements pris et à maintenir un climat de respect mutuel. En dernier ressort, c'est le rôle du médiateur du cinéma d'être saisi en cas d'échec de cette négociation commerciale. Et dans le cadre de ces missions, le médiateur du cinéma a vocation à s'appuyer sur ces différents principes posés par la présente recommandation. Gaëtan Bruel l'a indiqué, cette recommandation, elle s'inscrit, je voudrais le rappeler, en complément des autres outils de régulation du CNC, et notamment donc, une nouvelle génération d'engagements de programmation qui viennent d'être homologués pour la quasi-totalité des opérateurs qui y sont soumis, et enfin la réforme du classement RSE qui est désormais pleinement effective et dont les commissions régionales qui viennent de débuter s'en emparent totalement. Et enfin, pour conclure, le CNC évidemment invite l'ensemble des professionnels à se conformer à cette nouvelle recommandation du comité de concertation, mais nous ferons un bilan précis des prochains mois pour pouvoir, le cas échéant, apprécier si des actions plus contraignantes doivent être envisagées sur ce sujet. Je vous remercie. Je propose maintenant de pouvoir passer aux questions qui nous ont été soit transmise en direct pendant que je parlais, soit en amont de cette présentation. Voilà, et je vais peut-être prendre les premières questions qui nous ont été adressées en amont et qui reviennent souvent pour aussi vous laisser le temps de poser les vôtres dans le chat. Alors, dans les premières questions qu'on a eues, il y a: est-ce que le texte a une portée réglementaire ? Quelles sanctions pourraient être prises contre un professionnel qui ne le respecte pas ? Et à quel moment il faut se retourner vers la médiatrice par rapport aux situations qui seraient constatées. Alors, je veux le dire très clairement et simplement, le texte n'est qu'une recommandation, il n'a donc pas de portée réglementaire, il n'a pas vocation à être prescriptif, il n'est qu'indicatif. Toutefois, et la première recommandation le montre, elle a été suivie d'effets. C'est-à-dire qu'il y a des sorties anticipées ou des avant-premières massives qui étaient prévues avant la publication de cette première recommandation, qui ont été annulées ou adaptées pour se conformer au texte de la recommandation. Et donc, je crois que notre intérêt collectif est vraiment de voir que ces recommandations, elles sont faites pour retrouver des principes communs où on peut tous se retrouver. Et donc, nous, on espère, on invite à les suivre. En tout état de cause, le CNC va faire un bilan très précis dès les prochains mois, en commençant par les prochaines semaines, pour pouvoir, le cas échéant, je le dis aussi clairement, agir différemment s'il apparaît que la recommandation ne produit pas ses effets et s'il faut qu'on imagine des actions plus contraignantes, des évolutions du cadre normatif, nous le ferons.
Mais j'espère, et je forme le vœu, j'ai même l'intuition qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là, fort à nouveau du succès de la première recommandation. Sur la question de la médiatrice, la recommandation, elle a aussi pour objet en dernier recours de poser les principes sur lesquels la médiatrice du cinéma s'appuiera en cas de saisine, et c'est bien la raison qui a fait que nous y avons travaillé ensemble. Alors on a eu une deuxième série de questions qui portaient plutôt sur l'usage qui peut être fait concrètement aux places qui sont les vôtres de cette recommandation. Moi, j'ai envie de vous dire que cette recommandation, c'est un peu une boîte à outils qui peut guider la négociation entre un exploitant et un distributeur au sujet de la sortie d'un film, notamment en listant tous les arguments légitimes, tous les critères qui peuvent guider cette négociation. Je pense que la recommandation peut aussi être utilisée pour réintroduire un dialogue dans une négociation commerciale qui serait grippée. À nouveau, l'enjeu, ça n'est pas de rigidifier la discussion, au contraire, c'est de la fluidifier en repartant d'une réalité très simple. On a tous des intérêts qui sont un peu divergents, par définition, et c'est même une force, c'est la chance de notre écosystème d'être extrêmement divers, et donc je crois qu'on croit collectivement à la diversité du cinéma. Cette diversité, c'est la diversité des films, c'est la diversité des salles, c'est la diversité des modes d'exploitation et de diffusion, mais donc il faut qu'on se rappelle que c'est pas parce qu'on a par définition des intérêts un peu divergents qu'on n'est pas capable de discuter dans le cadre d'un intérêt collectif plus large. Et il y a des raisons qui font que c'est pas toujours simple de définir cet intérêt collectif dans un contexte à la fois complexe, incertain et baissier sur la fréquentation ces derniers mois. Et donc cette recommandation, elle doit vraiment non pas être brandie comme un élément qui doit donner absolument raison à celui qui le fait, mais permettre de recréer les termes d'une discussion. Et cette discussion est compliquée ou en vient à certaines extrémités. C'est là où la médiatrice du cinéma joue plus que jamais son rôle avec le concours de cette recommandation. Lionel, si tu veux prendre d'autres questions. Alors, autre question qui nous a été transmise en amont, enfin, question au pluriel ou remarques multiples sur le sujet du hors-film et des programmes qui sortent avec un visa dit exceptionnel. D'un côté, des exploitants nous ont fait remarquer que les œuvres qui sortent avec un visa exceptionnel ne leur permettent pas toujours de respecter leurs engagements vis-à-vis des distributeurs, alors que ces programmes sortis avec un visa exceptionnel sont précieux pour organiser des séances événementielles qui attirent un large public. De leur côté, les distributeurs soulignent qu'à leurs yeux, il faudrait prévoir un délai d'annonce pour que les programmes sortant avec un visa exceptionnel puissent être pris en compte par les autres distributeurs dans leur calendrier de sortie, voire qu'il faudrait empêcher la programmation en salle de ces œuvres dans certaines conditions. Par exemple, si une programmation sur une plateforme est prévue dès le lendemain de la diffusion en salle. Alors, sur ce point, je pense qu'il y a deux choses à souligner. Premièrement, et comme c'est, je pense, clairement indiqué dans la recommandation, celle-ci a vocation à s'appliquer à toutes les œuvres et également aux programmes sortant en salle avec un visa exceptionnel. Elle ne porte pas que sur les œuvres cinématographiques sorties avec un visa classique. Mais au-delà de cette première remarque, et donc d'un appel au respect de la recommandation, y compris pour ces programmes sortant avec un visa exceptionnel, il est clair que le sujet des visas exceptionnels pose des questions spécifiques. Il repose sur une recommandation tout aussi spécifique qui a ses contraintes, notamment parce qu'il est toujours important de le rappeler, elle s'inscrit dans la réglementation générale sur la classification des films et sur les visas qui ont une portée d'intérêt général qui est, je le rappelle, la protection de la jeunesse et le respect de la dignité humaine. Donc on n'est pas dans un cadre totalement souple, bien au contraire. Mais il n'en demeure pas moins que ces questions spécifiques nécessitent
d'être abordé plus longuement et de faire l'objet d'échanges entre exploitants et distributeurs. C'est pour ça que nous avons fait le choix de consacrer la prochaine réunion du comité de concertation spécifiquement sur ce sujet des visas exceptionnels pour aborder la totalité des interrogations, questions qui se posent à ce sujet. Je vois qu'une question nous est posée, si tu veux la Alors, prendre. une question nous est effectivement posée par le chat. Je vous la lis. Est-ce que tous les cinémas, même les plus petits, ont accès au visionnage des films avant leur sortie ? En réalité, la recommandation invite justement les distributeurs à faire en sorte que cela soit possible, y compris pour les plus petits cinémas. Sur ce sujet, il y a une pratique, je pense, qui est extrêmement vertueuse, qui est celle des séances de visionnage collectives prévues par les associations territoriales de cinéma qui regroupent partout en France tout type de cinéma, et notamment, j'ai envie de dire, les plus isolés. On peut aussi souligner évidemment le rôle des groupements et ententes de programmation auxquels, entre parenthèses, la recommandation s'applique pleinement. Donc je dirais qu'il y a des moyens collectifs d'assurer ce que la recommandation recommande, c'est-à-dire une possibilité de visionnage. Alors naturellement, ça fait partie des points dans le suivi de l'application de la recommandation sur lesquels on pourra à l'avenir se pencher et voir collectivement, notamment encore une fois avec les différentes structures qui fédèrent les exploitants, comment on peut donner un peu plus de fluidité dans cet accès au visionnage des films en amont de leur sortie. Peut-être sur le nombre de séances, questions qui nous avaient été posées au préalable. Alors effectivement, on a eu une question qui était la question du nombre de séances n'est pas clairement indiquée, pas clairement chiffrée. Et pourquoi ne pourrait-on pas fixer, nous demande-t-on, des pourcentages de séances exigibles en fonction du nombre d'écrans du cinéma, par exemple. Bon. Là, je crois qu'il faut revenir au terme de la recommandation. Comme elle le dit, la négociation doit s'opérer film par film, cinéma par cinéma, et prendre notamment en compte la situation concurrentielle dans la zone de chalandise du cinéma concerné. Cela veut donc dire qu'il est tout simplement impossible de fixer un nombre de séances hebdomadaires qui voudrait pour tout film, tout cinéma, tout au long de l'année, et je crois que ce serait même plutôt contraire au principe de base rappelé au début de cette recommandation. En revanche, comme la recommandation l'indique très clairement, la négociation a vocation à tenir compte des différents critères objectifs, tels que le nombre d'écrans, tels que le nombre total de séances hebdomadaires. À nouveau, l'enjeu, ça n'est pas de rigidifier la discussion, d'essentialiser les cases dans lesquelles serait chacun, mais simplement de voir qu'on a tous intérêt à ce qu'il y ait quelques principes pour guider ces discussions et ces négociations. Alors, on a une autre question, je la pose à Lionel qui répond, puis je complète s'il y a besoin. On nous dit, pour les petits cinémas, notamment les mono-écrans qui sont gérés par des associations, comment gérer les possibles pressions politiques ou non pour la programmation de certains films, et l'exemple est donné de Sacré-Cœur. On pourrait ajouter ou également des pressions, pour reprendre le terme, pour déprogrammer, à contrario, certains films. Bon, alors c'est un sujet alors, qui n'est pas réellement, qui n'est pas traité par la recommandation en tant que telle, mais qui, nous le savons, est un sujet de préoccupation au sein de la profession, qui a donné lieu d'ailleurs à un certain nombre de tribunes ou de réactions publiques d'associations fédérant des exploitants comme des distributeurs au demeurant. Alors sur ce sujet, peut-être évoquer le travail qui est actuellement mené par Juliette Mande, qui est la haut fonctionnaire pour la liberté de création, donc placée auprès de la ministre de la Culture, qui a d'ores et déjà mis en place un guide juridique sur cette question de l'ingérence ou des pressions
quelle qu'elle soit d'ailleurs, publique, politique, concernant la programmation ou la déprogrammation d'un film. Donc là, je vous invite à consulter ce guide qui propose déjà, je dirais, des réponses sur les attitudes ou les actions à mener dans ce type de situation problématique. Le travail de Juliette Mante n'est pas achevé, il se poursuit, il a vocation à se poursuivre dans les prochains mois. Elle a déjà rencontré un certain nombre de structures telles que le groupe des associations territoriales de l'AFCAE. Elle a vocation également à rencontrer dans les prochaines semaines, et notamment avec en tête les prochaines élections municipales, d'autres structures fédérant les exploitants ou les distributeurs ou les auteurs, et à ainsi enrichir son travail qui, in fine, je dirais, sera à même d'apporter un certain nombre de réponses à la question qui nous est posée. Mais c'est une question qu'on prend en tout cas très au sérieux, et effectivement, il y a de plus en plus d'atteintes en général à la liberté de création et de diffusion des œuvres. Et je crois que dans la question qui est posée, il y a un débat dans lequel certains veulent nous entraîner, qui serait de dire que des choix politiques de programmation seraient faits. Il faut revenir à des choses très simples. Il y a une liberté de programmation qui est inscrite dans le métier de chaque exploitant, qu'il soit public ou privé, en l'occurrence associatif. Et effectivement, il nous faut collectivement réexpliquer de manière pédagogique le fait qu'il n'appartient notamment pas à une collectivité, ni de faire des interventions directes dans les choix des productions qui seraient soutenues au titre des fonds d'aide. C'est vraiment un point d'attention que nous avons, ni par ailleurs d'exercer des pressions sur des choix de programmation. À nouveau, il y a une liberté de programmation qui nous semble être cardinale, aussi importante que la liberté de création elle-même. Et donc, on est très attentif au travail de Juliette Mante, on l'accompagne et on en reparlera bientôt. Alors, question qui nous est posée par le chat, question d'un distributeur qui nous demande: que comptez-vous faire par rapport aux problèmes de programmation dans la même zone de chalandise? Exemple, à Paris, au quartier latin. Alors, je ne sais pas précisément quel est le problème de programmation qui est évoqué par ce distributeur, mais à mon sens, la recommandation du comité de concertation dont nous parlons ce matin a justement pour objet de contribuer à résoudre ce type de problème de programmation dans une même zone de chalandise. Donc je suppose qu'on sont évoqués en réalité des problèmes de concentration de copies, des problèmes d'accès aux films, des problèmes d'accès des salles aux films ou des films aux salles, du nombre de séances imposées ou en tout cas souhaitées par le distributeur. Donc la recommandation, elle a justement pour objet de fournir encore une fois une boîte à outils pour éviter que ce type de problème de grippage dans la négociation entre exploitants et distributeurs se pose. Donc on invite les distributeurs d'un côté et les exploitants de l'autre qui estimeraient que dans une zone de chalandise donnée, il y a des problèmes de ce type qui se posent à utiliser la recommandation dans leur dialogue, leur négociation commerciale avec leurs partenaires, exploitants ou distributeurs selon les cas. Et puis, in fine, encore une fois, comme on l'a rappelé, comme c'est indiqué explicitement dans la recommandation, si malgré cela, le problème, le conflit persiste, eh bien, on ne peut qu'inviter les personnes concernées à saisir la médiatrice du cinéma qui, elle aussi, aura vocation à s'appuyer sur les principes posés dans cette recommandation. Alors, pour la remarque suivante, on va vous faire une réponse à deux voix. Pour certains films, il est imposé un nombre important de séances et de semaines, ce qui, pour les petits cinémas mono-écran, empêche une programmation variée, par exemple avec Avatar. Alors, je peux peut-être d'abord faire quelques remarques un peu générales, mais en laissant surtout Lionel faire la réponse précise. La remarque générale, et ça me permet de dire un mot de la fin des VPF et de la situation où nous sommes aujourd'hui. Une tendance de fond que l'on constate, c'est ce qu'on peut appeler un relatif brouillage des identités des cinémas
au sens où des cinémas, des multiplexes, des circuits qui auparavant diffusaient avant tout une offre que l'on pourrait qualifier de commerciale, de plus en plus prennent des films à réessai porteurs, et on peut donc d'un côté se dire mais pourquoi est-ce qu'ils montent ces films alors que ce n'est pas d'abord dans leur ADN. Et d'un autre côté, on constate, et c'est un peu le sens de cette question, de plus en plus de petits cinémas qui, au fond, ont vocation, ont le souhait de montrer une typologie de films aussi assez commerciaux. Et je crois que dans les deux cas, il ne faut pas jeter la pierre, ça renvoie à une réalité, c'est que dans leur très grande majorité, les spectateurs veulent aller dans leur salle de proximité, que cette salle soit un mono-écran, que ce soit un multiplex. Et donc ce brouillage relatif des identités des lignes des cinémas, alors il y a beaucoup d'exceptions à cela, hein. Je ne dis pas que c'est général, mais en tout cas, je veux dédiaboliser ce point, c'est une donnée qui est, je pense, d'abord fonction du souhait des publics. Le public, en réalité, il voudrait trouver dans la salle à côté de chez lui l'intégralité de l'offre dans laquelle il puisse choisir. Alors, simplement, ça, c'est pas complètement possible. C'est pas complètement possible, d'abord parce que il n'y a pas une seule manière évidemment de définir ce qu'est le goût du public, et quand bien même vous montreriez 100 films différents par semaine dans une salle de cinéma donnée, il y aurait des films qui ne correspondraient pas, ou il en manquerait par rapport au goût du public. Mais surtout, il est vrai que on peut pas considérer totalement de la même façon une salle qui va avoir une tarification cohérente avec son positionnement sous la moyenne nationale, qui est, comme vous le savez, à 7,40 €, et puis une salle qui va faire payer plus cher, mais aussi parce qu'elle a des frais supplémentaires du point de vue des ayants droit, que sont les producteurs, les auteurs. Évidemment, la remontée de recettes est un peu différente. Donc, pour le dire autrement, nous avions dans le monde de la copie physique et des VPF une organisation de fait du marché de la salle, puisque quand la copie physique coûtait environ 700 €, par définition, tous les films ne sortaient pas sur 300 copies, et il y avait une circulation qui s'organisait. Les VPF n'avaient pas cette vocation, ils avaient la vocation de financer la numérisation des salles, mais ils ont de fait permis de garder une structuration au marché, puisque la copie coûtait moitié moins avec les VPF, mais quand même, elle avait un certain coût, et donc on n'avait pas ce que l'on constate depuis 2 ans, un accroissement de certains plans de sortie, et effectivement une situation où chacun a un peu envie d'avoir toute l'offre qu'il veut. Alors, c'est là où la notion de zone à concurrence ou pas est primordiale, puisque effectivement, même quand vous êtes une petite salle, mais dans un endroit où vous êtes la seule salle, je crois qu'il faut entendre le fait que pour ces territoires, il peut y avoir un sentiment de relégation à ne pas pouvoir toujours présenter des films en sortie nationale. Ça ne veut pas dire que ça doit être automatiquement le cas, parce qu'à nouveau, il y a des frais, il y a des contraintes associées à cela, mais en tout cas, il faut prendre en compte cette situation. Mais par ailleurs, ce qu'il faut aussi dire, c'est que si nous souhaitons évidemment encourager et faire en sorte que l'inverse ne se produise, nous souhaitons encourager la diversité de l'offre dans les salles, je ne suis pas sûr qu'un mono-écran qui, par exemple, montrerait 20 films différents dans la semaine, chacun sur un nombre extrêmement réduit de séances, soit la meilleure façon de rencontrer son public. C'est toujours des questions d'équilibre, de choix, de défendre une ligne éditoriale. Et donc, il y a sur cette question toujours des équilibres à conserver, en se remettant aussi à la place du public qui, on le voit bien, quand les programmations sont communiquées quelques jours avant le mercredi, comme aller au cinéma ne va plus forcément de soi, parfois les spectateurs zappent juste et se consacrent à d'autres activités aussi, parce que peut-être il y a une forme de manque de lisibilité. Donc voilà, c'était des remarques un peu trop générales d'ailleurs, mais sur cette question, je voulais d'abord faire cette réaction. Il faut effectivement être attentif à ce que des salles ne soient pas injustement pénalisées dans la volonté qu'elles auraient d'accompagner une diversité de films, y compris de films plus commerciaux. Mais il faut aussi entendre qu'on ne peut pas sortir certains films, notamment qui engagent des budgets importants, comme on le ferait de films d'une autre catégorie. Tout est affaire d'équilibre, et c'est aussi le sens de cette recommandation d'aider à penser ces équilibres.
Un complément, peut-être. Donc, effectivement, dans cette notion d'équilibre, il me semble que la recommandation est claire. La question parlait du cas d'un mono-écran et des exigences d'un distributeur en termes de nombre de séances. Alors, la recommandation, elle dit deux choses. Elle dit d'un côté, elle invite les distributeurs à tenir compte des caractéristiques objectives du cinéma. Et évidemment, figure au premier rang de ces caractéristiques objectives le nombre d'écrans. Sous-entendu, il est légitime qu'un mono-écran puisse, dans sa négociation avec le distributeur, proposer un nombre de séances par semaine plus faible qu'un établissement comportant davantage d'écrans. Mais là aussi, tout est dans l'équilibre. La recommandation indique aussi qu'il est légitime que le distributeur tienne compte du potentiel commercial du film. On a évoqué Avatar, et je crois que d'aucuns reconnaîtront que ce film est arrivé sur les écrans avec un fort potentiel d'entrée. Donc les distributeurs ont aussi de leur côté légitimité à tenir compte de ce potentiel commercial pour avoir, je dirais dans la négociation, une demande en termes de nombre de séances et de semaines d'exposition plus forte qu'un autre distributeur pourrait avoir pour un film plus fragile. Et il y a, au-delà de ces deux aspects, parmi d'autres, mais c'est sans doute les deux principaux, il y a un autre point dont la recommandation souligne l'importance, c'est évidemment l'équipement dans la zone de chalandise. Nous l'avons dit à plusieurs fois, Gaëtan vient de le rappeler, naturellement la situation n'est pas la même dans la négociation. Si le mono-écran en question est situé dans une zone où il est en concurrence avec des salles, des complexes généralistes, arrêt essai, des multiplexes, peu importe, mais en concurrence avec d'autres cinémas qui souhaitent eux aussi programmer le film. Là, il est évident que le distributeur a vocation, je dirais, à avoir des négociations équitables entre ces différents exploitants, et que il semblerait inéquitable qu'il accorde, si je puis dire, le film à certains exploitants, à certains cinémas de la zone dans des conditions drastiquement différentes, toutes choses égales par ailleurs, que ses confrères, alors que, à contrario, si le mono-écran en question est en monopole, sans avoir un accès automatique, comme le dit clairement la recommandation, au film dès la semaine de sortie nationale, il a vocation à avoir un meilleur accès à ce film à des conditions qui peuvent être là aussi différentes de celles d'une zone à concurrence. Alors, la question d'après donne un cas un peu pratique de ce qu'on vient de dire. Les circuits itinérants, c'est la question, malgré leur présence sur tout le territoire et malgré leur performance, n'ont accès au film qu'en 3e semaine. Ne s'agit-il pas là de pratiques discriminatoires ? 3 remarques à mon niveau. D'abord, dire à quel point nous tenons collectivement au circuit itinérant. Vous savez, 90% des Français vivent à moins de 30 minutes d'une salle de cinéma. Et c'est grâce au circuit itinérant qui amène une offre au cinéma là où il n'y a pas de salle de cinéma que nous sommes en mesure de dire qu'il n'y a aucun désert cinématographique en France. Cela a un sens, y compris politique, très fort. Ça veut dire que les salles de cinéma, en intégrant les circuits itinérants, sont le 2e équipement culturel de proximité après les bibliothèques. Il faut mesurer ce que cela veut dire. Pour avoir une bibliothèque, il suffit qu'une petite mairie ouvre une annexe, une salle dans la mairie, avec un bénévole qui vient une fois par semaine, quelques livres qui n'ont pas beaucoup bougé depuis quelques années, vous avez une bibliothèque. Pour avoir une salle de cinéma qui fonctionne, c'est autrement plus complexe, et c'est aussi ça la magie, la force de notre modèle, et les circuits itinérants y prennent toute leur part. Alors ma deuxième remarque, c'est est-ce que ce serait discriminatoire de constater que les circuits itinérants n'auraient accès au film qu'en 3e semaine ? J'ai envie de renverser la question, c'est-à-dire qu'il y a clairement une pression collective, d'abord des spectateurs et des médias, pour qu'au fond, la sortie nationale devienne l'alpha et l'oméga de la manière dont sortent les films. En fait, il faudrait que les films soient partout en première semaine. La réalité que vous voyez bien, c'est que le bouche à oreille, c'est-à-dire la possibilité à la diversité des films d'exister dans le temps, n'existe que quand le film dure quelques semaines. Et en réalité, c'est parce que le film commence à s'installer peu à peu, qu'effectivement, à des endroits où
on en aurait moins entendu parler, tout d'un coup on va avoir envie d'aller le voir. Alors ce fonctionnement traditionnel du bouche à oreille, il marchait bien à l'époque de la copie physique, parce que c'était aussi une époque où il n'y avait pas ou moins les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'à la fois le prix de la copie permet d'avoir un accès simplifié, facilité au film, et que par ailleurs, il y a une accélération du temps que nous subissons tous, une sorte de court-termisme des réseaux sociaux, et donc on a encore plus qu'avant le sentiment que si on n'est pas servi dès la première semaine, on manque quelque chose. Là, je crois qu'il faut se redire collectivement que si on veut que le bouche à oreille se fasse, il faut peut-être qu'on arrive à trouver effectivement des solutions pour que dans certaines salles, pas simplement celles qui seraient une catégorie, mais celles qui vraiment s'engagent pour servir ces films, effectivement, c'est la sortie nationale, mais que, en quelque sorte, on ne voit pas comme négatif le fait que des films puissent effectivement arriver en troisième semaine, notamment parce que si on se dit que la manière dont on parle des films n'a jamais été aussi importante, par définition, c'est pas forcément le jour de la sortie que tous les articles sont déjà publiés. Pour autant, nous sommes évidemment attentifs à ce que les circuits itinérants, qui sont une typologie de salles de cinéma très spécifique, effectivement, ne soient pas discriminés. Mais je crois qu'il y a un sentiment général de bien travailler à ce qu'on leur donne la bonne place. Et au fond, c'est ma dernière remarque sur ce point des circuits itinérants. Il faut absolument que nous sortions de ce fonctionnement collectivement problématique où certains pensent que s'ils vont mal, c'est la faute du voisin ou qu'il y aurait un fonctionnement qui serait d'abord visé contre eux. Ce n'est pas la majorité, mais je dois dire que j'ai entendu depuis un an, notamment dans l'exploitation, certains exploitants me dire de bonne foi que effectivement, si eux, acteurs importants, ils n'allaient pas bien, c'est d'abord à cause des petites salles, que si les petites salles ne performaient pas autant, c'était à cause des grandes salles. Et donc, je crois qu'il est urgent que nous réalisions que si on ne va pas bien, c'est pas d'abord la faute du voisin, c'est parce que collectivement le contexte est compliqué et que en réalité, si nous pouvons aller bien demain, c'est justement en raison de cette diversité de modes d'exploitation. Je vous prends un exemple très concret et très direct, c'est l'éducation aux images. Je suis frappé dans le Tour de France des régions que je fais de voir tout l'engagement des exploitants et notamment des exploitants ARSC sur la question de l'éducation aux images. Mais à plusieurs reprises, j'ai eu la remarque de dire en réalité, on se défonce pour accompagner des élèves, on les voit différemment de leur parcours, mais à l'âge où ils peuvent aller au cinéma de manière autonome, on voit bien qu'ils viennent plus chez nous, ils vont au multiplex d'à côté. Donc, ce que me disent ces salles, c'est on se retrouve, nous, salles ARSC, à faire un travail d'éducation aux images dont vont plutôt bénéficier les circuits. Et moi, évidemment, ce que je leur réponds, c'est l'exemple même d'une solidarité, parce qu'effectivement, le cœur battant de l'éducation aux images est au sein des salles ARSC, pas seulement, mais d'abord. Et en même temps, l'équilibre économique de la filière se fait parce qu'on a des films locomotives, des circuits qui jouent tout leur rôle. Et donc, pour une raison économique, pour une raison aussi politique, pour cette raison simple et essentielle de faire vivre la diversité des manières de vivre le cinéma, de voir les films, il faut vraiment que nous arrivions collectivement à réconcilier la fierté que nous avons pour notre identité chacun avec la place qu'elle trouve dans un ensemble. Et il ne s'agit pas non plus de dire qu'on doit tous être d'accord et qu'on doit tous se plier à une seule manière de voir les choses. Je crois qu'au contraire, nous pouvons, et c'est vraiment le sens de cette recommandation, réconcilier nos intérêts particuliers qui sont forcément un peu divergents avec un intérêt collectif qui non seulement ne s'oppose pas à nos intérêts respectifs, mais au contraire va les rendre possibles dans le cadre d'une coexistence pacifique, harmonieuse des salles et des œuvres, cela dans l'intérêt des publics mais aussi des ayants droit. Question suivante. Alors, via le chat, il nous est demandé la chose suivante: les recommandations d'annonce de date de sortie, 8 semaines, 6 semaines, s'appliquent-elles aux sorties liées au festival, comme les sorties parallèles à Cannes, décidées tardivement? Alors, peut-être deux mots. Premièrement, effectivement, la recommandation, dans un souci de visibilité, en
termes de calendrier de sortie, recommande et invite les distributeurs à dater les films au moins 8 semaines avant leur sortie, à ne pas modifier cette date de sortie nationale à moins de 6 semaines de celle-ci. Ça, c'est le principe général. Mais sur ce point, comme sur d'autres points de la recommandation, comme par exemple le fait de figer la programmation 2 semaines avant celle-ci, la recommandation prend aussi acte du fait que la bonne diffusion conforme à l'intérêt général des films en salle nécessite également une souplesse, une capacité d'adaptation du secteur qui, par exemple, fait que certains films, je l'évoquais, par exemple, mais pas seulement les films les plus fragiles, peuvent se dater, être programmés dans un cinéma, quelquefois 48 heures le lundi de programmation, 48 heures avant le mercredi de sortie nationale. Dans l'intérêt des films en question et du public. Donc, en réalité, cette recommandation n'a ni vocation, ni, je dirais, ne doit fixer des principes intangibles. Il y a toujours une souplesse à envisager, et évidemment que les programmations parallèles à Cannes, à mon sens, relèvent de cette souplesse. Mais voilà, la souplesse ne veut pas dire l'anarchie, et la recommandation, elle essaye justement de remettre les pratiques en bon ordre, tout en ayant ces ouvertures possibles dans certains cas. Alors il y a une question vaste, mais je ne vais pas être trop long. On nous dit un troisième acteur est bien évidemment primordial, revient souvent dans nos échanges, le public. Comment pourrions-nous élargir la concertation avec cet acteur si important ? Bon, alors d'abord, il y a une question sur le périmètre de la concertation, puisque certains, notamment du côté de la production, mais aussi du côté de talent, nous ont dit en vrai, c'est un peu difficile de discuter du sujet dont vous parlez sans nous inclure pleinement. Nous avons assumé de dire que si dans notre filière, tout est dans tout, notre filière est systémique, tout se reflète dans tout, il y a quand même un premier cercle de discussion qu'il fallait qu'on ait avec les premiers concernés, par définition, les distributeurs et exploitants. Pour autant, nous sommes très conscients de la manière dont notamment les ayants droit ont des choses à dire, des propositions à faire, et vraiment je me réjouis que au-delà du comité, au-delà même des distributeurs exploitants, il y ait vraiment la volonté de se saisir de cette concertation et d'émettre un avis. Alors sur la question du public, qui est vraiment l'un des 4 points cardinaux que j'ai souhaité redonner à la boussole du CNC, comme je l'ai dit dans mon discours de vœux, à côté de la question de l'amont de la création, la question des territoires et la question de l'international. Sur la question des publics, je crois qu'il faut entendre l'alerte, effectivement. Les spectateurs et les audiences ne sont plus au rendez-vous des œuvres comme il était par le passé. Et c'est pas d'abord la faute du cinéma, ceux qui voudraient nous dire c'est votre faute, ces gens vont moins en salle, absolument pas. Je crois que c'est pas notre faute si le temps de cerveau disponible, pour citer l'autre, il est malheureusement de plus en plus occupé à des activités aussi nobles que le scrolling. C'est notre responsabilité en revanche, et je crois notre chance de pouvoir repenser les termes de la rencontre entre nos œuvres et leur public. Et c'est là où évidemment les exploitants et les distributeurs, ce sont par définition les spécialistes des publics, parce que pour les uns, ils les voient au quotidien, pour les autres, ils embarquent son point de vue par définition très en amont de l'œuvre, dans le rôle que joue le distributeur de s'engager très en amont dans les projets. Il y a bien d'apporter ce point de vue du public. Peut-être une remarque générale, une remarque plus spécifique. La remarque générale, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur l'enjeu, et effectivement, se dire qu'il faut aller plus franchement vers les publics, ce n'est pas du tout un jugement sur le fait qu'on n'irait pas aujourd'hui, mais simplement, il faut repenser cette question à nouveau frais. L'enjeu, il est existentiel. L'enjeu, il est pour moi de consolider notre modèle de l'offre. On a la chance en France, on est d'ailleurs le seul pays au monde où en réalité, parce que faire un film, c'est complexe, ça coûte cher, mais on est le seul pays au monde où ça n'est pas d'abord le marché qui guide les choix de création, les choix de production. Et c'est ça le modèle de l'offre. Et c'est ce qui a fait qu'en France, le cinéma est véritablement un art autant qu'une industrie, et ce qui a fait que notre pays s'est imposé dans le monde entier avec des œuvres qu'aucun autre pays ne peut produire.
Mais si on veut préserver ce modèle, si on veut éviter d'avoir demain à créer en étant collé à la demande, il faut repartir de manière beaucoup plus proactive à la conquête des publics, en constatant à nouveau que cette rencontre ne va plus forcément de soi. Et donc, en particulier, si on veut préserver la diversité de notre création, il faut en travailler le désir dans le cœur des publics. Alors là, la remarque plus spécifique, c'est de constater qu'on a toutes les cartes en main et qu'en réalité, vous ne m'avez pas du tout attendu pour vous poser toutes ces questions et il faut se féliciter de l'excellente tenue des programmations à réessayer l'an passé, des succès croissants des films labellisés recherche, de la manière dont l'éducation aux images produit des résultats prodigieux depuis 35 ans qu'on va accélérer. Donc je crois qu'aujourd'hui, les constats, on les fait collectivement. Aller au cinéma va moins de soi qu'auparavant, mais quand on en recrée le désir pour les publics, quand la séance fait un peu événement, quand il y a un accompagnement, quand vraiment on travaille le caractère distinctif de la sortie de cinéma, il n'y a pas une seule recette, il y a plein de manières de le faire. Alors on peut remettre l'expérience du cinéma un peu plus au centre. C'est pour cela que pour moi, il y a plusieurs chantiers qui sont convergents. Il y a la défense des salles de cinéma, il y a ce comité de concertation, il y a la place du cinéma dans les médias, il y a par ailleurs la question, je l'ai dit, de la manière dont les médias parlent du cinéma. Et je crois que tous ces efforts, et vraiment nous ne cessons pas de nous interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus, de différent, pour aussi accompagner toutes les innovations. J'ai dit un mot il y a quelques jours de la question de la data. Je crois que c'est un sujet sur lequel il y a peut-être un cap qu'on peut collectivement franchir. La data, d'abord, c'est pas un gros mot. C'est ce qui nous permet d'être à la fois dans une rencontre en personne, physique, mais aussi de répondre à l'attente de nos publics, d'être aussi désormais dans des communautés numériques. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de l'idée que, au fond, la data aurait une valeur en soi. Elle a une valeur que quand on croise la data des exploitants et des distributeurs. Il faut qu'on sorte aussi de l'idée que la question de la data n'intéresserait que les gros acteurs. Parce qu'en réalité, chacun d'entre vous, chaque exploitant, chaque distributeur, a un peu de data. Donc je pense que c'est un sujet où, sans a priori, il faut qu'on puisse tout simplement faire un peu un état des lieux de quels sont les usages vertueux de la data, comment est-ce qu'effectivement il y a des enjeux économiques associés qu'il ne faut pas nier. Mais en tout cas, l'objectif à chaque fois, ça doit être de voir quels sont tous les leviers que l'on peut activer pour faire progresser la fréquentation. Et par définition, vous êtes, en tant que distributeur, en tant qu'exploitant, aux premières loges et les vrais spécialistes de cette rencontre avec le public que l'on veut renouveler. Alors, il nous est demandé, afin de favoriser la diversité des salles de cinéma en France, ne faudrait-il pas s'assurer que tous les types de salles ou de structures aient accès aux films et non pas seulement tous les territoires ? Alors, il me semble que la recommandation répond à cette question, à ce point, de deux manières. Premièrement, la recommandation, dès le préambule, indique clairement que les distributeurs ont la maîtrise de leur plan de sortie, mais doivent veiller, c'est l'une des limites, à cette maîtrise, à cette liberté des distributeurs, doivent veiller à ne pas exclure un ou plusieurs cinémas donnés de manière systématique de leur plan de sortie. Deuxième point, la recommandation souligne également très clairement que cette libre négociation entre exploitants et distributeurs, elle doit se faire cinéma par cinéma, film par film, et de manière équitable au sein d'une même zone de chalandise. Donc, à mon sens, cela indique très clairement qu'il ne peut pas y avoir d'exclusion ou d'absence d'accès au film de la part d'un distributeur qui soit avéré pour un certain type de cinéma d'une manière systématique. Dans le même temps, la recommandation, donc encore une fois, rappelle les différents critères objectifs qui peuvent légitimer par un exploitant la demande de programmation d'un film ou par un distributeur son souhait d'accepter cette demande, de proposer d'ailleurs un film à un cinéma donné ou de refuser. Parmi ces caractéristiques figure notamment la ligne éditoriale du cinéma. Donc
qu'on peut lire, moi que je lis comme une recherche nécessaire de cohérence entre la ligne éditoriale du cinéma et la typologie des films programmés, proposés, demandés dans ce même cinéma. Donc assurément, il faut se veiller, pour répondre plus explicitement à la question, s'assurer que tous les types de salles et structures aient accès aux films et pas seulement tous les territoires. Vous noterez au demeurant que dans les critères objectifs liés au cinéma et qui doivent guider à la fois les choix éditoriaux de ce cinéma, ses demandes de programmation et les décisions des distributeurs, ne figure rien concernant, par exemple, la nature de l'exploitant, son type de structure. On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez une dernière question. Peut-être, mais alors c'est un sujet qui a déjà été abordé, mais il nous avait été clairement, alors c'était moins une question qu'une remarque, voire une critique au sujet du paragraphe de la recommandation relative à la programmation décalée. Donc là, on revient une nouvelle fois sur la question du moment de l'accès d'un cinéma au film. Et je ne vous cache pas que au sein de ce comité, preuve s'il en est de sa représentativité, cette question de la programmation décalée a suscité un assez long débat assez nourri entre les différentes typologies d'acteurs représentés au sein du comité. Donc il nous était en amont plus spécifiquement indiqué est-ce que certains acteurs ne risquent-ils pas de s'engouffrer dans cette programmation d'une programmation décalée qui va conduire une exploitation à deux vitesses, d'un côté les cinémas qui ont accès aux sorties nationales et de l'autre les cinémas qui ne pourront plus faire que de la continuation. Alors en réalité il ne faut pas faire dire à la recommandation ce qu'elle ne dit pas. Elle ne préconise pas une programmation décalée pour certains cinémas, contrairement à d'autres, mais elle souligne deux choses. La première, c'est qu'une programmation décalée, qui d'ailleurs, encore une fois, peut être décidée, peut-être à la demande de l'exploitant, elle doit être décidée le plus en amont possible. Ça, c'est le premier point. Et le second point que souligne la recommandation, c'est qu'une telle programmation, elle peut avoir un effet vertueux en permettant une exposition plus longue des films, et donc au contraire des expositions massives, notamment dans de nombreux cinémas de la même zone de chalandise, qui peut conduire, lorsqu'il y a une massification du nombre de copies, qui peut conduire à un retrait en réalité plus rapide des films de l'affiche, parce que plus rapidement le film atteint son potentiel de spectateurs, il y a moins de monde dans les salles, et les exploitants, les uns après les autres dans la zone, quasi simultanément, sont amenés à déprogrammer le film. Donc il y a une vertu, indique la recommandation de cette programmation décalée. Peut-être ajouter à tout ce qui a été déjà dit sur le calendrier d'accès des cinémas au film, il faut également reconnaître que si tous les cinémas avaient accès dès la sortie nationale en France à tous les films porteurs, ça conduirait fatalement à une moindre diversité de l'offre de films. Et donc, in fine, c'est ma conviction, à une fréquentation globalement plus faible, étant bien considéré que c'est la diversité de l'offre qui est un des éléments qui garantit une fréquentation élevée. Par ailleurs, et pour terminer sur ce sujet, la recommandation elle expose également clairement que l'accord des distributeurs pour la programmation d'un film à un moment donné, elle doit s'appuyer sur de multiples critères objectifs. Et pas seulement la taille du cinéma, c'est sa ligne éditoriale, son éventuel classement à essai, sa qualité d'accueil du public, etc., etc. Et enfin, dernier point, un simple constat que montre le dernier observatoire de la diffusion. Il faut reconnaître que l'accès des cinémas au film s'est quand même grandement accéléré depuis la crise sanitaire. On a une remarque intéressante sur le chat. En tant que mono-écran, on ne demande même pas une sortie nationale, mais au moins en 2e ou 3e semaine et pas en 4e ou 5e. Nous recevons les films en 4e semaine, décalant ainsi les grandes sorties de vacances hors saison. Par exemple, proposer un film de Noël à la mi-janvier présente peu d'intérêt.
En effet. Non, mais je pense que il ne faut pas poser de principe sur ce sujet, mais il faut tout à fait entendre ce point-là et en le citant, on le relaie aussi vers les distributeurs. Chacun a ses contraintes et je crois qu'il n'y a aucune situation où en fait on s'en sortirait en entendant que les contraintes des uns sans tenir compte des contraintes des autres. Je veux sur la question deuxième, troisième ou quatrième semaine revenir en un instant à ce que je disais on voit bien qu'il y a une accélération des choses qui fait que maintenant avec l'instantanéité des réseaux sociaux tout arrive vite et tout part vite aussi. Et c'est en soi un peu problématique. Et donc, trouver quelle est effectivement la bonne manière de faire. Je crois que côté positif, on peut constater qu'il y a eu de fait un raccourcissement de la circulation des films. On n'est plus comme on l'était par le passé, j'ai envie de dire encore heureux, dans de longues semaines avant d'attendre que les films circulent. La circulation se fait toujours, elle s'est raccourcie. Est-ce que c'est complètement satisfaisant ? Pas encore, et donc il faut que chacun travaille effectivement à rapprocher ce qui peut être fait, y compris en partageant des exemples très concrets, et je note celui que vous mentionniez sur les films de Noël. Est-il obligatoire d'avoir le même nombre de séances en sortie nationale entre le monde urbain et le monde rural ? Et puis en rappelant que les deux s'opposent en partie mais pas complètement, et que entre le périurbain, le rural profond, il y a toute une variété de situations, mais je crois que, comme on l'a dit, on ne peut pas réifier le nombre de séances qui seraient attribuées à chaque zone, et notamment à chaque grande catégorie qui sont mentionnées ici. Qu'une distinction importante, c'est est-ce que dans une zone à concurrence ou pas, et que, à nouveau, le plus important, c'est de tenir compte des caractéristiques de chaque salle, notamment pour permettre de servir au mieux les films qui sont proposés. Une question que je pose à Lionel: certains distributeurs reconnaissent que la politique tarifaire de la salle joue dans le plan de sortie à condition d'exposition équivalente. La recommandation tranche-t-elle sur ce point ? Alors, c'est effectivement un sujet important. Pour l'aborder, peut-être deux remarques préalables sur lesquelles je pense que nous ne sommes pas arrêtés. Les distributeurs, parmi toutes leurs responsabilités, sont responsables devant les ayants droit des films qu'ils distribuent, du succès de ces films, en tout cas de la plus large audience de ces films, et des recettes qui en découlent. Donc il y a une responsabilité claire du distributeur vis-à-vis des ayants droit de maximiser les recettes des films, pour parler très simplement. Ça, c'est le premier point. Le second est la recommandation est à la fois explicite, mais sans en faire, je dirais, un point extrêmement détaillé. C'est que dans les caractéristiques que le distributeur a vocation, les caractéristiques objectives du cinéma que le distributeur a vocation à prendre en compte dans la définition de son plan de sortie, il y a la politique tarifaire du cinéma, aux côtés des autres caractéristiques telles que la fidélisation du public. On pense évidemment à des systèmes de cartes ou d'abonnements, et aux côtés évidemment de toutes les autres caractéristiques liées au cinéma ou à sa politique d'animation, sa ligne éditoriale, etc., etc. Donc oui, la politique tarifaire est un critère objectif que les distributeurs ont vocation à prendre en compte dans la définition de leur plan de sortie. Toutefois, c'est un critère parmi beaucoup d'autres. Comment un exploitant peut-il assurer la visibilité du film dans son cinéma lorsqu'il ne propose que des moyens de communication autour du film devant être payés par le distributeur ? Alors peut-être juste avant de répondre à cette question, un point que j'ai oublié de mentionner concernant le sujet précédent, qui est la responsabilité des distributeurs à assurer la meilleure remontée et la plus large remontée de recettes au profit des ayants droit. Peut-être pour rappeler un point qui a été fortement souligné par les distributeurs au sein du comité de concertation, qui est le suivant: si effectivement par le passage de la copie argentique au numérique et à la fin des VPF, on va dire les coûts techniques
diffusion des films en salle sont désormais extrêmement réduits et tendent même, on va dire, vers zéro. En revanche, il est tout aussi faux de penser que la sortie d'un film ne coûte rien aux distributeurs. Les distributeurs engageant des sommes importantes, voire de plus en plus importantes, en moyens de promotion de leurs films, moyens de promotion qui aujourd'hui prennent, je dirais, de multiples aspects, au-delà de l'affichage, de la présence sur les réseaux sociaux, l'utilisation des datas, etc., etc. Alors, pour revenir à la question, alors effectivement, cette question, elle ouvre le vaste débat de la visibilité des films et de la promotion des films dans la salle, mais également au-delà, qui est je dirais, un sujet à la fois de préoccupation croisée des exploitants du distributeur et du CNC, que cette recommandation n'avait pas vocation à traiter et qui, me semble, doit faire l'objet de discussions plus approfondies sous notre égide et peut-être sous l'égide du comité de concertation. Alors, on nous dit la massification des sorties dans une zone est toujours abordée en termes de nombre de points de diffusion, jamais en termes de concentration des séances dans quelques établissements. Mais c'est là où j'ai envie de répondre que justement, le travail de ce comité s'inscrit dans un cadre plus vaste avec notamment d'autres outils pour le coup de régulation. Et du coup, peut-être je laisse Lionel revenir sur la manière dont on peut répondre à ce point par ailleurs. Alors, effectivement, ce sujet, il est important. Le nombre de points de diffusion, je suis tout à fait d'accord, n'est pas un indicateur suffisant pour juger de l'éventuelle concentration de la diffusion dans une zone de chalandise. Et il est important, effectivement, de regarder également le nombre de séances. Alors, c'est un sujet qui est abordé de multiples manières, qui n'est pas absent de la recommandation, puisque on l'a vu ne serait-ce que dans les différentes questions-réponses qu'on a abordées depuis une heure, que l'exposition des films à l'issue de la négociation entre exploitants et distributeurs, exprimée en nombre de séances, était effectivement un point d'attention particulier, voire de préoccupation, voire de conflit dans cette négociation commerciale. Ce sujet de la concentration des séances, il est également abordé via les engagements de programmation auxquels sont soumis en réalité la majorité des cinémas en France et la très 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 large majorité du marché exprimé en entrée ou en nombre d'écran. Il est abordé par les engagements de programmation de différentes manières, à la fois d'une part par une fixation d'un plancher de séance sur 2 semaines pouvant être étendu à 4 semaines pour les films, on va dire, des cinématographies européennes peu diffusées et françaises, qui permet d'assurer une diversité de l'offre chez les exploitants qui programment ces films. Il est également abordé par un autre biais, par une limitation de la multidiffusion pour, donc, in fine, de ce point de vue-là, limiter la concentration des séances dans un même établissement pour un même film porteur. Donc c'est un sujet qui est traité de différentes manières, mais encore une fois, il est très clair que c'est un indicateur extrêmement important. Et d'ailleurs, l'Observatoire de la diffusion annuelle du CNC, je vous invite à prendre connaissance, si vous n'avez pas déjà fait, des conclusions de du dernier observatoire en date. Il porte une attention toute particulière à l'exposition des films par typologie de cinéma ou de zone géographique, de zone démographique, au regard du nombre de séances. Plusieurs propositions d'expérimentation d'une autre façon d'exploiter et de distribuer pour construire l'avenir ont été proposées. Cette recommandation pourrait être le bon moment de tester. D'abord, je pense qu'on est en permanence en train d'expérimenter, et effectivement, il faut que cette recommandation nous invite à accélérer certains questionnements, à mettre en pratique certaines expérimentations.
Sur la question de savoir si on peut découper une partie du paysage et créer sous serre un modèle bien différent, ça pose d'autres sujets. En tout cas, le CNC est évidemment à l'écoute de ceux qui souhaiteraient pouvoir être accompagnés dans la limite du cadre existant pour aller un peu plus loin sur ces enjeux d'expérimentation. Mais je crois qu'il ne faut pas se dire qu'on ne serait pas en train collectivement de le faire et que le plus important, c'est de voir comment déjà cette recommandation produit des effets qu'on espère voir toujours plus là dans les prochains temps. Tu veux ajouter un mot là-dessus ? Là-dessus, non, mais je crois que l'heure tourne et que nous allons devoir arriver à la conclusion de ce webinaire. Peut-être, Gaëtan, avant de te laisser la parole, indiquer que l'ensemble des documents, et notamment naturellement la recommandation, sont disponibles sur le site du CNC. Vous indiquez également que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé, disponible sur la chaîne YouTube du CNC pour ceux qui n'auraient pas pu le voir ce matin ou pas totalement, ou voir qui souhaiteraient le revoir. Et on va également mettre en place sur notre site, sur la page consacrée au comité de concertation, une foire aux questions qui reprendra notamment un certain nombre des échanges de ce matin. Merci Lionel, j'en profite vraiment pour remercier ton travail et celui de la direction du cinéma qui, depuis plusieurs mois, dans le cadre du comité et au-delà, s'engage vraiment à fond pour qu'on arrive à répondre à cet objectif. L'objectif à nouveau, c'est d'améliorer les relations au sein de l'exploitation et de la distribution et entre ces deux maillons essentiels de la filière. Et constater que ces relations peuvent être améliorées, ça ne veut pas dire qu'elles sont exécrables. En réalité, ça se passe globalement bien, y compris quand ça ne va pas très bien par ailleurs, mais on a quand même collectivement une marge de progrès. Et de ce point de vue, je crois que la mauvaise manière d'interpréter la recommandation, en tout cas ça peut être un indice d'une mauvaise interprétation, c'est au fond, si certains ont conclu qu'ils ont absolument raison sur tout et que c'est bien la preuve que la faute est plutôt chez le voisin, à première vue, c'est que dans la compréhension de ce qu'on a souhaité faire, on a manqué quelque chose, parce que je crois que l'enjeu, c'est de justement définir, je ne dis pas ce point équidistant, mais en tout cas cet intérêt collectif général qui n'est pas contradictoire avec nos intérêts particuliers, mais qui suppose effectivement que chacun fasse un petit effort. Chacun. Alors, il y en a qui, effectivement, se sont peut-être mis ces derniers temps dans des situations qui étaient plus complexes, mais en tout cas, je crois que c'est en faisant chacun un petit effort que collectivement, on va se remettre en mouvement dans la bonne direction. Et de ce point de vue, c'est ma conclusion. Je crois que cette deuxième recommandation qui fait suite à plusieurs mois de travail du comité, mon dernier mot sera vraiment pour remercier très chaleureusement chacun des 14 membres de ce comité. On a beaucoup de chance de les avoir. Ils passent beaucoup de temps, mettent beaucoup d'énergie, d'engagement, avec à nouveau une hauteur de vue qui est remarquable de la part de chacun d'entre eux. On a désormais, avec cette recommandation inspirée de leurs travaux, je crois un guide très clair sur les bonnes pratiques pour garantir tout simplement la coexistence pacifique des films, dans l'intérêt des publics, dans l'intérêt des salles et donc aussi dans l'intérêt des ayants droit que les distributeurs représentent. Moi, j'ai désormais les mêmes attentes qu'à l'égard de la première recommandation qui a produit ses effets. Je vais être personnellement attentif à la manière dont cette deuxième recommandation peut être suivie. Et je vous redis que j'agirai autrement si ça n'est pas le cas. Cette recommandation n'est pas suffisante, car nous avons collectivement une obligation de résultat sur l'amélioration de ces relations entre les uns et les autres pour à nouveau atteindre cet objectif pas simple, mais je crois tout à fait atteignable, qui est dans les prochaines années de repasser la barre des 200 millions d'entrées. Mais clairement, si sur ce sujet des relations entre distributeurs et exploitants, on ne fait pas tous un petit pas vers les autres, bah oui, renonçons par avance à atteindre cet objectif. Mais j'ai donc l'intuition, à ce stade du travail du comité, avant qu'il se penche sur d'autres sujets, j'ai l'intuition que chacun se montrera à la hauteur du moment que nous traversons. Et je veux vraiment remercier, au-delà des membres du comité, tous ceux qui ont participé à cette discussion et qui maintenant vont lui donner suite, en tout cas compter sur le fort engagement du CNC sur tous ces sujets, sur notre écoute, parce qu'on n'a pas réponse à tout, loin de là, et on apprécie d'ailleurs beaucoup tous les échanges, les remontées que vous pouvez nous faire. Merci à toutes et tous et à bientôt d'une façon ou d'une autre.